Bonjour à toutes, bonjour à tous, ravi de vous retrouver. Bienvenue dans La Vie du Bon Côté. On s'intéresse donc cet après-midi aux émotions, en particulier les émotions que l'on vit mais qui ne nous appartiennent pas. Autrement dit, peut-on hériter d'un malaise qui n'est pas le nôtre? Nous sommes trop enclins de nos jours à croire que les émotions qui nous habitent nous appartiennent pour la simple raison que nous sommes habitués à elles. Cessons de penser que si nous sommes émotifs, anxieux, tristes ou depuis longtemps effrayés par la vie, on ne peut rien y faire. Car en connaissant mieux l'histoire de notre famille, en interrogeant nos proches, en réussissant à nous poser les bonnes questions, on va voir cet après-midi que l'on peut se défaire des émotions qui ne nous appartiennent pas vraiment. Comment donc arrêter d'absorber les émotions des autres, des émotions qui ne sont donc pas les nôtres? Avez-vous déjà fait ce constat-là? Comment est-ce que vous vous y êtes pris et qu'avez-vous mis en place? Bonjour André Roberti. Bonjour Thomas. Soyez le bienvenu dans La Vie du Bon Côté. Vous êtes coach et conférencier déclic santé, minceur, bien-être. Il y aurait donc, si je comprends bien, des émotions qui ne sont pas les nôtres. Mais oui, j'espère qu'on va pouvoir répondre à cette question dans cette émission. Ouais, comment ça se fait qu'on n'en parle pas beaucoup de ces émotions qui ne nous appartiennent pas finalement? Parce qu'on parle pas mal des émotions, de ce qu'on ressent, de ce qu'on peut en faire, mais on ne se dit que rarement qu'elles ne sont pas les nôtres, ces émotions-là. Oui, je pense que c'est une façon d'aborder les choses qui est relativement récente dans ce qui est communiqué dans le domaine des émotions. Et même moi, personnellement, j'ai eu l'habitude de gérer mes émotions en voulant les contrôler, en voulant les maîtriser, plutôt que de me poser la question, tiens, est-ce que ce qui me traverse m'appartient vraiment ou pas? Et je pense qu'on va essayer de répondre à cette question-là dans l'émission. Oui. C'est d'avoir ce petit truc, à un moment donné, de vraiment se poser cette question-là. Et qu'est-ce qui fait qu'on va pouvoir distinguer si c'est réellement la nôtre ou si c'est celle de quelqu'un d'autre? Et comment on peut le faire effectivement? On parle de quel type d'émotion cet après-midi? On parle de la peur, on parle de la colère? Toutes les émotions, Ouais. de manière générale. Des émotions, des sensations, des pensées, tout ce qui pourrait nous traverser, en fait. Des émotions que vous qualifiez d'énergie. Oui, ça peut être une façon de voir les choses. C'est de se dire, une émotion, une pensée est une énergie, une sorte de petit nuage, petite fumée qui peut vous atteindre. Peut-être vous êtes déjà rencontré le cas suivant, c'est d'arriver dans une pièce et de sentir une tension. C'est inexplicable, mais vous le sentez en fait. Et puis vous apprenez par après qu'il y a eu une discussion plus vive, il y a peut-être eu une dispute ou que sais-je. Donc on a cette capacité à ressentir ces énergies. Et donc quand on ressent des émotions, quand on a des pensées vraiment, on envoie cette énergie comme une petite fumée qu'on disperse comme ça dans l'atmosphère. C'est un peu l'image que je peux utiliser pour se le représenter. Encore faut-il savoir être à l'écoute de cette émotion, de cette énergie. Oui, être à son écoute, c'est un mot que j'aime beaucoup. On a tendance souvent à vouloir recontrôler les choses, prendre ce pouvoir-là. Et dans cette écoute, il y a une forme de lâcher-prise, de non-jugement. Et c'est vrai que dans cette écoute, on va le voir ici par rapport à différentes pistes qu'on peut mettre en place, eh bien, elle peut s'avérer extrêmement précieuse en fait. Donc si je comprends bien, les émotions sont des énergies qui nous traversent, et ces énergies-là, on peut potentiellement absorber celles des autres, celles qui ne nous appartiennent pas? Oui, bien sûr. Si, on peut prendre l'exemple, Thomas, peut-être que ça vous est déjà arrivé dans votre vie ou un des auditeurs, une des auditrices, de discuter avec quelqu'un qui traverse vraiment un moment d'intense difficulté. Vraiment beaucoup de tristesse, beaucoup de douleur, ou peut-être de la colère. Est-ce que vous avez déjà remarqué dans ces cas-là qu'on peut repartir chez nous avec une partie de cette tristesse, en fait, avec une partie de cette colère? Parce que, voilà, on a cette tendance, je crois, en tant qu'être humain, on est des êtres sociaux. Vraiment. Et on se construit par les autres, par nos interactions, etc. Et on a tendance à vouloir porter, je pense, une partie de l'histoire des autres par empathie, comme pour les décharger d'un poids qu'ils portent, en fait. Et donc, voilà, ça nous absorbe malgré nous, en fait. Et puis il y en a certaines et certains qui sont plus concernés que d'autres. On parle d'éponge émotionnelle pour certains. Oui, je pense que on peut chacun ressentir les choses dans des degrés divers. Mais je pense aussi qu'à la base, on l'a tous en nous, ce côté absorbé. Ouais. Alors, il y en a qui sont dans une forme d'ouverture de conscience, d'ouverture aux autres plus importante de par leur trajet de vie, qui vont le ressentir plus intensément.
Et puis il y en a d'autres qui le sont moins, qui sont plus dans leur truc, qui font moins attention. Mais je pense qu'à la base, on a tous cette capacité. Il est donc essentiel de savoir comment éviter de prendre les émotions négatives des autres et même comment éviter de prendre les émotions négatives de son entourage, de sa famille, de son milieu professionnel, parce que ces émotions-là, on peut les trouver un peu partout. Partout, et partout, que ce soit dans une vie de couple, que ce soit dans des amitiés, que ce soit au travail, même les gens qu'on croise, complètement, juste dans la rue. Ou même si on va au cinéma voir un film marrant, par exemple, une comédie, et on rit, on trouve ça marrant, et puis on rentre chez soi et on se dit, mais mince, il y a quand même une pointe de tristesse qui m'accompagne. D'où est-ce qu'elle peut venir? Peut-être qu'elle vient tout simplement de la personne qui était assise à côté, ou à 2-3 mètres. Oui, parce que la plupart du temps, c'est inconscient, ça se passe à notre insu, si je puis dire. Oui, et plus on est dans cette écoute, à laquelle vous faisiez allusion tout à l'heure, plus on va être dans cette écoute, dans cette introspection, plus on va pouvoir faire le filtre entre vraiment qu'est-ce qui nous appartient ou qu'est-ce qui peut venir de quelqu'un d'autre. Et vous qui nous écoutez, est-ce que ce début de conversation commence à résonner en vous? Comment est-ce que vous arrêtez d'absorber les émotions des autres, des émotions qui ne sont pas les vôtres, justement? Est-ce que vous avez déjà fait ce constat-là? Comment est-ce que vous vous y êtes pris? Et qu'est-ce que vous avez mis en place? D'où vient une émotion? Quelle est son origine? Quelle est sa racine, en quelque sorte? C'est une bonne question, Thomas. Je pense qu'on peut retourner à la vie d'un bébé. Oui. D'accord. Donc à l'éducation. Ouais. D'accord. Quand on est naturellement connecté à tout ce qui se passe, en fait. Et puis le bébé va grandir, il va devenir enfant, et il va se construire, et il va aussi absorber les émotions, les pensées, les croyances de toute personne ou énergie qu'il va croiser. Ça peut être l'énergie d'un lieu, ça peut être l'énergie d'une personne, d'une pensée, d'une croyance. Donc il y a celle de ses parents, il y a celle des personnes qui vont le garder à la crèche, il y a celle de ses grands-parents qui vont peut-être aller le garder aussi. Et tout ça va faire que, voilà, il s'imprègne de tout ça, il absorbe tout ça. Et par la répétition de tout ça, le bébé, l'enfant, il n'a pas ce filtre de savoir est-ce que ça m'appartient, ça ne m'appartient pas. Ça va le construire dans sa façon de gérer les émotions ou dans sa façon de les ressentir. Et donc, il absorbe tout sans ce filtre-là. Il va se façonner, il va se construire sur les expériences des autres et pas forcément les siennes. D'où le thème d'aujourd'hui. Est-ce que l'émotion nous appartient à nous réellement ou est-ce qu'elle appartient à quelqu'un qui a croisé notre éducation? Nos parents, nos grands-parents, nos frères et sœurs, nos collègues, qui sais-je? L'environnement, extérieur ou pas. Oui. Donc ça veut dire qu'on n'est pas tous égaux par rapport à tout ça. On a tous des parcours de vie différents. Alors, est-ce qu'on est égal, pas égal? J'en sais rien. Est-ce que c'est bien, pas bien? Je pense que moi, j'ai une confiance totalement, je dirais, incroyable dans la vie et dans le trajet qu'on peut parcourir. Et si c'est comme ça, c'est comme ça. Peu importe si l'expérience est bonne ou pas, je crois que la vie, c'est comme une grande école où on apprend des choses et on peut parfois parcourir la vie dans un environnement qui n'est pas forcément constructif. Et puis un autre qui peut l'être un peu plus, et tout ça est OK. Donc, quand on sait tout ça et quand on est devenu adulte, est-ce qu'il y a un moment, quand on est gêné aussi par ces émotions que l'on absorbe au quotidien en étant adulte, est-ce qu'il faut se dire stop, qu'est-ce que j'étais étant plus jeune quelles sont les émotions par lesquelles j'ai pu passer étant plus jeune? Est-ce qu'elles m'ont plu? Est-ce que je m'en rappelle pour faire un état des lieux aujourd'hui ou ça marche pas comme ça? Moi, j'ai envie de vous proposer une approche plus simple, beaucoup plus simple, pour pas partir dans des questionnements sans fond. Et c'est juste de se dire, OK, ce que je vis là, ce que je ressens maintenant, est-ce que ça m'appartient? Juste ça. Est-ce que ça m'appartient? Mais moi, j'ai envie de vous répondre que des fois, on n'est pas forcément capable de répondre à ça. Non, mais par contre, on est capable de ressentir ce qui se passe à ce moment-là. Le corps
est un formidable outil de communication. On ne l'utilise pas assez, en fait. C'est le corps qu'on habite. Ouais. Et donc, quand on pose cette question, voilà, ce que je traverse, est-ce que ça m'appartient? Donc, c'est comme une petite douche qui peut nous nettoyer de ce qui se passe là, maintenant, ou de ce qu'on a vécu dans le passé. Et si le corps répond avec de la légèreté et de la détente, on ressent ça à l'intérieur, cette légèreté, cette détente qui s'installe. Ok, c'est comme si le corps nous répondait. Ça ne t'appartient pas. Et tu peux laisser aller. Savoir être à l'écoute de soi, ça c'est l'un des enjeux aussi de la problématique du jour. Complètement. C'est vraiment ça la base. Écoute. Et cette écoute dans vraiment un contexte de douceur et de bienveillance. C'est tellement important. La douceur et la bienveillance. Et je pense qu'il faut sortir de ce côté de lutte, de résistance, de travail, de contrôle, de jugement, et aller vers quelque chose de tellement simple, à la disposition de tous. Cette douceur et cette bienveillance, en fait. Donc si je vous comprends bien, c'est qu'il faut laisser ces émotions, ces énergies nous traverser pour savoir si elles nous concernent ou pas. Avant de les chasser, c'est déjà de les accueillir. Ouais. Or, le réflexe, c'est tout de suite fermer la porte en pleine figure à ce qui nous arrive. Et on en discutait avec Sylvie quand j'étais venu la fois précédente. On avait abordé le thème de comment changer une habitude. En fait, en tant qu'être humain, on va toujours rechercher quelque chose, on va toujours aller vers le plaisir, vers le confort. On va toujours rechercher ça. Et on va toujours éviter l'inconfort et la douleur. Et donc, quand quelque chose arrive, une émotion, une pensée, une croyance, n'importe quoi, une énergie arrive et nous met dans cet inconfort, nous donne du stress, nous rend mal à l'aise, la frustration, nous rend mal à l'aise, on a tendance à, boum, lui refermer la porte au nez. En disant, écoute, toi, j'ai vraiment pas envie de te voir maintenant. Ouais. J'ai envie d'être bien, j'ai envie d'être tranquille. Donc, c'est pas maintenant qu'il va venir frapper à ma porte. Or, le truc, c'est que si on reclaque la porte au nez de ce qui arrive, ce qui se passe, c'est que ce qui arrive va frapper encore plus fort à la porte. Pour dire, non, moi, j'ai quelque chose à te dire. Et je vais le dire. Et je vais le dire. Et je vais le dire, ouais. Donc, tant qu'il y a de la résistance, ça augmente, ça se renforce. Quand on est dans cette écoute dont vous parliez, dans cet accueil, ça pèse, en fait. Autant ne pas résister, donc, parce qu'apparemment, le combat paraît vain dès le départ. Ouais, pas résister. Bonjour Armelle, soyez la bienvenue. Bonjour Thomas, merci beaucoup et bonjour André, bonjour à toutes. Vous êtes auteur et conférencière, vous avez vécu une expérience de « Est-ce que l'émotion m'appartient ?» C'est un sujet qui vous parle, si je comprends bien, depuis 13h15 maintenant, ça résonne en vous? Oui, tout à fait, oui, beaucoup. Oui, en effet, moi ça fait plusieurs années vraiment que j'explore, que j'ai pu explorer ça au cours de mon expérience et de voir que il y a énormément de situations où j'ai pu remarquer qu'en fait j'exprimais des choses et je me disais mais pourquoi je dis ça, pourquoi je vis ça, pourquoi, et au fur et à mesure de questionner et d'explorer, je me suis rendu compte que en fait j'étais un peu comme une antenne et que je captais pas mal tout ce qui se passait autour et puis j'exprimais les émotions des autres. Ayant cette facilité à être connectée aux miennes et puis à exprimer aussi et étant dans cette authenticité, c'était quelque chose d'assez facile pour moi. Et donc je me retrouvais parfois dans des endroits, dans des retraites ou des stages où je me demandais mais qu'est-ce qui fait que j'ai autant d'émotions? Et au fur et à mesure d'explorer, de me poser des questions, j'obtenais des réponses et je voyais que en fait j'exprime pour tout le monde. Ouais. En fait je ressens tout ce qui se passe. Quand vous en parlez avec des gens qui sont aussi dans cette problématique-là, celles et ceux qui se rapprochent de vous, quelles sont les questions qui reviennent en premier lieu? Quelles sont les interrogations de celles et ceux qui absorbent trop les émotions des autres? Déjà, je pense que ça résonne énormément. Justement, là, je suis en train de donner un stage et une des dernières questions de ce matin, c'était par rapport à ça. Et ce qui me venait, c'était mais est-ce que ça t'appartient? Et donc, la personne, en fait, était hyper surprise. Donc, son questionnement, c'était par rapport à ce qu'elle vivait, par rapport aux émotions, à des douleurs dans le corps. Et donc, je lui ai posé la question et ce qui venait, c'était... Ah ben non, et donc, comme André le disait, le corps va répondre de toute façon, c'est pas une réponse mentale,
C'est pas quelque chose où on entend un oui ou un non, c'est plutôt intérieur que ça se passe. Donc le corps va répondre et en fonction de ça, on va pouvoir sentir en effet il y a quelque chose qui se détend en nous. Et donc la personne s'est rendue compte, ah ben non, en fait ça m'appartient pas. Et donc je vais poser la même question par rapport à sa douleur et c'était la même chose. Et donc c'est tout un nouveau monde qui s'ouvrait pour elle se rendre compte, elle fait, bah oui en fait, ça a commencé à tel moment je vivais ça, j'ai porté ça pour telle personne. Et donc au fur et à mesure des questionnements, elle mettait de la clarté dans son expérience, elle commençait à comprendre d'autres choses et ça faisait un sens énorme, ça résonnait en elle. Et c'est comme si c'était un tout nouveau monde qui s'ouvrait pour elle. Ouais, cette clarté, elle ne vient qu'à partir du moment où on se connecte à soi-même. C'est d'ailleurs ce que vous encouragez celles et ceux qui se rapprochent de vous. Oui, oui, tout à fait. C'est vraiment ça. Pour moi, j'invite tout le monde à se connecter à soi, à sa vraie nature, à être à l'écoute de soi, de tout ce qu'on peut vivre et de tout ce qui nous habite. Une exploration de nos mondes intérieurs, en fait. André, une réaction au témoignage d'Armel? Oui, merci Armel pour ton partage. C'est tellement ça. Donc, ça reprend vraiment ce qu'on disait tout à l'heure, hein, Thomas. Aller dans cette écoute, dans cette bienveillance, dans cette douceur. Et rien que le fait de poser la question, hein, la réponse arrive, le corps réagit, la réponse arrive. Et la qualité, moi, il y a un coach que j'adore, vraiment, pour lequel j'ai vraiment une profonde admiration, c'est Tony Robbins. C'est un coach américain qui accompagne des millions de personnes à travers le monde depuis plus d'une trentaine d'années. Hein. C'est lui qui a accompagné Nelson Mandela, Mère Teresa, énormément de présidents. Et il dit quelque chose de profondément intéressant, c'est la qualité de votre vie dépend de la qualité de votre questionnement. Si on se pose tout le temps les mêmes questions, on aura tout le temps les mêmes réponses. Et les schémas vont se répéter. Et c'est ça que je trouvais formidable dans ce qu'on partage cet après-midi, c'est de se dire, tiens, cette question-là, elle est quand même super bizarre. Je me la suis jamais posée. Mais c'est super intéressant. Est-ce que le fait de se la poser maintenant, ça va pas ouvrir tout un champ de possibilités qui était fermé, en fait? Des fois, ça peut faire peur aussi, hein, de se poser de nouvelles questions. Parce que se poser les mêmes questions, je me fais l'avocat du diable, on est d'accord, mais se poser les mêmes questions, il y a une forme... Ça rassure aussi, parce qu'on sait où on va, tandis que se poser de nouvelles questions, c'est aussi s'ouvrir à l'inattendu et à la surprise, qu'elle soit bonne ou mauvaise, d'ailleurs. Oui, mais derrière cette zone de peur, Thomas, il y a une zone mais juste incroyable. C'est la zone de magie. Ouais. Hein, donc, il y a la zone de confort dans laquelle on est, dans toutes ces questions qu'on est habitué à se poser, puis on a des réponses toutes faites qui arrivent, c'est tellement confortable. Au-delà de cette zone de confort, ou qu'on peut aussi appeler zone de connaissance, zone connue, hein, on est dans ce qu'on connaît. Il y a une zone de peur. Ah, où est-ce qu'on va? Mince, il n'y a plus rien à quoi se rattacher ici, où est-ce que je vais? Ok, juste y aller. Et ce qui se passe, c'est que la zone de magie, elle est juste derrière. Donc s'il y a cette peur qui apparaît, c'est pas grave. C'est le signe qu'il y a quelque chose de magique qui il faut traverser la zone de peur pour arriver à la zone magique. Ouais. D'abord, vos messages par SMS, celui de Catherine qui nous dit bonjour. Moi, je m'imprègne d'office des émotions des enfants, même de ceux que je ne connais pas. Uniquement les émotions de tristesse, de douleur, de rejet, d'abandon. Pourtant, j'ai eu la chance d'avoir une chouette enfance, remplie d'amour, de sécurité et de soutien avec ma famille. Tout ce qui blesse un enfant me touche au maximum. C'est Catherine qui est mariée et maman, nous signale-t-elle. Qu'est-ce qu'on peut lui répondre à Catherine? Mais d'aller là-dedans, d'accueillir ça. Hein, si des émotions de tristesse la traversent ou la touchent, bon, il y a cette question, hein, est-ce que ça m'appartient? S'il y a quelque chose qui se libère dans le corps, qui devient plus léger, c'est pas le cas. Donc on va voir tout à l'heure comment dealer avec ça. Et puis si elle est touchée par ça, mais voilà, d'accueillir ça, d'être dans cette écoute, hein, cette tristesse, quelle forme est-ce qu'elle prend? Est-ce que ça la prend plutôt dans les épaules? Est-ce que ça la prend dans le ventre? Est-ce que ça lui donne d'écouter son corps, de sangloter, en fait? Et qu'elle lâche par rapport à ça. Hein? S'il y a des sanglots qui montent, bon, c'est ok, c'est pas grave. Et plus on est dans l'accueil de ça, plus ça se dissipe. Peut-être que la vie a envie de lui envoyer ces messages, ces énergies de tristesse
pour l'inviter à se poser des questions qu'elle ne se pose peut-être pas actuellement. C'est une possibilité, en fait. Mais elle va recevoir ces réponses-là si elle se laisse traverser par ça, si elle est vraiment à cette écoute, en fait. Donc il faut s'octroyer du temps d'écoute de soi et d'introspection, finalement. Oui, bien sûr. Et toujours dans ce contexte dont on parlait tout à l'heure de douceur et bienveillance et de non-jugement. Donc le non-jugement, cet accueil, c'est pas aller dire mais qu'est-ce que j'ai vécu, ceci, cela, plus jeune, etc. Ça peut remonter à tellement loin. Toutes ces énergies qu'on peut ressentir, que ce soit dans une pièce, que ce soit dehors, que ce soit au contact de quelqu'un, il y a comme un flux d'énergie. Il y a un flux qui est tout autour de nous, et qui sont les énergies de toutes les personnes qui sont passées par ces endroits, de toutes les pensées, de toutes les émotions. Il y a des trucs qui peuvent remonter chez elles peut-être à la génération précédente, ou encore précédente, ou au lieu dans lequel elles se trouvent, en fait. Oui, ça rappelle un peu une émission qu'on avait faite sur la transgénéalogie, où on se transmet de génération en génération des problèmes, des douleurs qu'on n'a pas forcément identifiées à l'époque, ou qu'on n'a pas forcément voulu régler, et que l'on se transmet de génération en génération. C'est un peu la même chose sur les émotions. Mais complètement. J'ai été faire une formation avec quelqu'un qui s'appelle Christian Junot. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc c'est un ancien banquier suisse et il communique énormément sur la relation à l'argent. Ouais. Et donc son thème, c'est qu'est-ce que l'argent dit de vous? Et donc on était dans cet atelier, on était 6, 7, quelque chose comme ça. Et on a travaillé chacun sur des choses qu'on vivait dans notre relation à l'argent, qui nous avait été transmise inconsciemment par nos parents, nos grands-parents, les générations toutes précédentes. Mais c'était incroyable. Et de cette prise de conscience, il y avait des personnes autour de cette table qui vivaient des trucs, qui reproduisaient des trucs depuis plusieurs générations sans savoir pourquoi, en fait. Et sans s'en rendre compte. Et sans s'en rendre compte. Enfin, en sachant qu'on ne le vit pas bien, mais en ne l'identifiant pas. C'est ça. Et donc juste le fait de poser cette question, c'est mettre sa conscience dessus, c'est s'en rendre compte, et juste le fait de mettre sa conscience dessus, un changement s'amorce. C'est un peu l'idée aussi sur les émotions, c'est-à-dire que la réaction première, c'est de mettre un couvercle là-dessus, en se disant que de toute façon ça débordera pas et que c'est caché et que si je le traite pas, bon, ça finira par passer. Mais ce sera pas le cas. Non, donc cet inconfort qu'on ressent, on va toujours aller dans quelque chose d'extérieur pour le diminuer. On peut se sentir triste, pas bien. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? Regarder un film qui fait rire? Aller faire du shopping? Manger quelque chose? Voir des gens qui vont nous faire du bien? Voir des gens qui vont nous faire du bien. Donc on va toujours instinctivement aller vers quelque chose d'extérieur pour compenser un inconfort à l'intérieur. Ça ne marche pas. Ça ne marche jamais. Ça peut donner l'impression de marcher à très court terme. Mais le lendemain ou le surlendemain ou dans une semaine, un mois, il faudra de nouveau retourner au shopping. Il faudra de nouveau remanger ce petit morceau de chocolat. Ça finit par coûter cher, puis ça pose toute une série d'effets secondaires. Par contre, quand on regarde à l'intérieur, quand on est dans cette écoute, cette douceur, cette bienveillance, on sait qu'on n'a plus besoin de l'extérieur pour aller chercher ce solutionnement, cet inconfort, en fait. Il suffit de l'accueillir. On va accueillir quelqu'un d'autre, justement. Cette fois, c'est pas une émotion, c'est Sophie qui rejoint la conversation. Bonjour à vous, Sophie. Bonjour Thomas, bonjour André. Soyez la bienvenue. Vous êtes dotée d'une empathie souvent trop développée ou mal gérée, nous avez-vous écrit. Vous nous en dites un peu plus, Sophie, vous nous racontez? Oui, voilà, je crois que le choix de mon métier n'est pas anodin. Donc voilà, ça fait 17 ans que je suis infirmière. Et avec les années, toutes les émotions que j'ai peut-être pu canaliser, gérer, deviennent vraiment très difficiles maintenant à gérer. Je pense qu'on est formaté aussi à devoir gérer ses émotions très tôt, à devoir les canaliser. On entend souvent, quand on est enfant, peut-être, allez, tu ne peux pas pleurer, tu es une grande fille, ou je n'accuse pas mes parents, mais je pense que c'est souvent peut-être des paroles pour rassurer ou pour rendre plus fort. Et je crois qu'à force d'être formaté de cette façon, on en arrive à ne pas les accepter, les émotions. On en arrive à se dire qu'elles sont mauvaises et qu'on ne doit pas les ressentir. Alors une fois qu'elles sont ressenties, en tout cas pour ma part,
ben, elles sont là, elles sont très fortes et je ne sais quoi en faire et je me dis que c'est de ma faute, je culpabilise parfois de ressentir de la peine tellement ça fait mal, ou de la joie, c'est pareil, parfois. Donc le trop, je ne sais pas s'il est juste, parce que finalement c'est vraiment subjectif, je crois que c'est propre à chacun. Donc voilà, 17 ans de carrière Et vous pensez, c'est pénible maintenant. c'est ça, c'était peut-être un plaisir au départ. Là, vous pensez avoir atteint vos limites? J'ai l'impression, pour la simple et bonne raison que comment dire, ça devient, j'ai l'impression que ça devient néfaste, tout ce que je peux ressentir. Je ne parviens plus à mettre de barrières. C'est difficile de mettre des barrières quand je vois quelqu'un souffrir, quand je vois, je veux dire, quelqu'un qui va mal au travail, alors que c'est quand même vraiment, vraiment primordial de pouvoir le faire pour pouvoir rester équilibré, quoi, pour pouvoir être sereine. Et arriver à faire la part des choses entre les émotions des autres et vos propres émotions. André, on peut dire quoi à Sophie par rapport à ça? Parce qu'il y a une contrainte supplémentaire qui est celle de son métier, où elle est en contact au quotidien avec des émotions assez fortes par moment. Oui. Bonjour Sophie. Il y a plusieurs choses que j'ai notées dans le témoignage de Sophie, dans les mots qu'elle utilisait. Donc elle a parlé du fait de devoir réagir d'une certaine façon aux émotions, d'être formaté dans cette réaction aux émotions. Donc il y a quelque chose d'obligatoire, quelque part, d'une façon de faire qu'elle a encaissé, qu'elle a emmagasiné et puis qu'elle pratique tous les jours. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, elle a dit, je ne veux pas accuser. Je ne veux pas accuser mes parents, je veux pas. C'est très sain de sa part. Ici, le but, c'est pas sur ce thème de se dire, oui, mais si vous êtes comme ça, c'est de la faute des autres, c'est de la faute des parents. Non, non. On prend notre propre responsabilité. On est aussi responsable de ce qui nous arrive. On n'est pas victime des autres. Donc, je trouvais ça intéressant qu'elle souligne ça. Je ne veux pas accuser. Et puis, troisième chose, elle parlait de ressenti très fort, de culpabilité qu'elle ressent, de ne pas arriver à mettre ses barrières. En fait, quand on s'efforce de vouloir mettre des barrières, c'est justement à ce moment-là que ça nous impacte le plus. Mais alors du coup, qu'est-ce qu'on peut dire à Sophie sur les émotions qu'elle absorbe comme ça au quotidien? Première piste, c'est de se dire, ok, de se poser et de se dire, ok, je ressens la souffrance de l'autre, je ressens sa douleur, je ressens ça, ça m'impacte en fait. Est-ce que cette douleur m'appartient? Comment le corps réagit? Il y a de la légèreté, il y a de la détente, ok, ça appartient à l'autre. On lui renvoie en conscience. Maintenant, dans le fait de lui renvoyer, ça ne veut pas dire je suis quelqu'un de totalement insensible, je ne ressens rien, et les problèmes c'est ceux des autres et moi je m'en fous. C'est pas ça. Mais c'est le lui renvoyer et quand même dans ce renvoi, on se rend encore plus disponible pour soi, on est dans sa propre énergie, ce qui nous met dans une écoute beaucoup plus appropriée de l'autre. On peut le rencontrer, on peut l'écouter dans ce qu'il vit, si on n'est pas en train de vivre ce qu'il vit. Sophie, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça peut vous aider au quotidien? Bien sûr, mais c'est surtout que j'étais un petit peu réticente de passer à l'antenne, mais je me dis que je suis certaine qu'il y a des milliers de personnes qui ressentent ça, et je me dis que ça peut peut-être, lever certains tabous concernant les émotions, que de les exprimer comme ça à la radio, et de se dire, je suis pas toute seule dans le cas, mais je crois que dans notre métier en tout cas, on est vraiment amené à... Vous êtes confrontés tous les jours, oui. Oui, tous les jours, et je suis sûre qu'il y a des tas de personnes qui ne le verbalisent pas parce qu'entre guillemets, on ne s'octroie pas le droit de le faire, mais surtout, il faut le faire correctement et intelligemment au bon moment. Donc voilà, je me dis que si j'ai pu aider encore une fois d'autres personnes, ça peut, c'est bien. Oui, bravo Sophie pour votre courage d'avoir passé à l'antenne comme ça. Il y a un truc qui est vraiment intéressant dans ce cas-là, c'est aller dans sa respiration. Juste ça. Peu importe ce qui nous traverse, c'est bon, c'est moins bon, c'est difficile, c'est confortable, c'est inconfortable.
Sophie, peut-être que vous pouvez retourner dans votre respiration. Oui, parce que dans le cadre d'émotions négatives, on ne s'en rend pas forcément compte, mais on bloque sa respiration. On a le souffle coupé. Ouais. Quand on vit quelque chose, on a le souffle coupé. Mm. Et là, ça nous bloque. Et là, on parle de barrière, d'être touché par ces... Dès qu'on repart dans quelque chose de plus... on reprend sa respiration. On voit les choses peut-être un peu plus calmement, un peu plus sereinement. Oui, cette respiration permet de donner un peu de distance par rapport à ce qui se passe. On revient à soi, en fait. Merci Sophie pour votre témoignage. Moi, je vais revenir à vous, André, puisque on parle d'absorption des émotions, mais c'est quelque chose qu'aujourd'hui vous maîtrisez, mais c'est quelque chose que vous avez vécu par le passé. Vous y avez été confronté dans votre propre histoire personnelle. Mais complètement. Je crois que c'est l'histoire de toute ma vie, Thomas. Ouais, bon. Vraiment. J'ai l'impression que, waouh, j'ai mené toute ma vie en ne sachant pas du tout dealer avec mes émotions. Je crois que c'est pour ça que ça m'anime et que j'ai cette passion dans le métier que j'exerce. C'est de me dire, waouh, je me suis tellement planté dans ma vie. Si je pouvais aider un peu des gens. C'est bien parce que vous dites ça en souriant aujourd'hui. Oui, parce que je pense que la vie, c'est qu'une expérience. Et le fait de s'être planté autant, ça m'a donné de l'expérience. Peut-être que cette expérience me permet de mieux comprendre ce que vit l'autre, en fait, pour être passé par là. Et j'ai envie de donner une petite anecdote, je ne sais pas si on a le temps, Thomas. Oui, allons-y, en 1 minute 30. Par rapport à Armel Six qui a témoigné tout à l'heure, en fait, il faut savoir que moi j'ai assisté à une de ces conférences il y a plus ou moins 2 ans, et je m'apprêtais à prendre une décision qui était une décision en fonction des émotions de l'autre. Je vivais avec une femme qui me suppliait pour qu'on se marie, que ça renforcerait tellement son sentiment de sécurité. À un moment donné, je ne voulais pas, je ne sentais pas. À un moment donné, j'ai craqué parce que la douleur qu'elle ressentait, je la ressentais tellement que pour l'apaiser, j'ai dit OK. Et puis, j'étais pas bien. Et puis, je suis allé à cette conférence et Armel disait, revenez à votre intuition, revenez à votre respiration et amenez la question, qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et là, ça a été clair. Je savais que moi, je voulais pas ça. Donc, je suis rentré en disant ça. Bon, ça a donné lieu à la séparation, etc. Mais ça a donné plein d'autres ouvertures, plein d'autres possibilités. Comme quoi on peut avoir le déclic à n'importe quel moment, à condition qu'on soit prêt et qu'on soit à l'écoute également. Oui, et juste une seule question peut donner ce déclic. Une seule question? Oui. C'est-à-dire? Par exemple, est-ce que l'émotion m'appartient ou pas? Ah, toujours la même question, du coup, on y revient. On poursuit cette conversation dans une seconde, mais cette fois vue par la lorgnette de la santé. C'est le point de vue de Doc Géo. Bonjour André, bonjour Thomas. Eh bien, il n'y a pas eu de miracle, je suis encore là aujourd'hui. Donc, malgré que hier j'avais espéré que le miracle se produise et que je devienne très riche cette nuit, que je ne doive plus travailler, ça n'est pas bien passé. Et je voulais parler, bien sûr, des émotions, puisque c'est le thème de l'émission. En fait, l'émotion, elle est guidée par notre chimie. Alors, bon, c'est vrai qu'elle ne nous appartient pas, et parfois, elle nous est même attribuée, nous est même assommée d'une certaine manière. Au départ, elle est guidée par notre chimie, bien sûr, qui est génétique, c'est-à-dire on est plus ou moins émotionnel, on a plus des émotions positives ou négatives suivant notre hérédité. Et puis, il y a ce qu'on appelle l'épigénétique. L'épigénétique, c'est tout ce qui se passe autour. C'est notre éducation, c'est notre environnement, ce sont nos expériences qui font évidemment partie de nous-mêmes et qui fait que finalement l'émotion ne se contrôle pas complètement et que finalement elle ne nous appartient plus vraiment. On peut essayer de la dominer, on peut essayer de dominer nos passions, mais c'est pas toujours évident. Et donc l'article dont je voulais vous parler, c'est un truc qui moi me fait toujours mal au ventre quand je le lis et qui explique que 12 millions de filles sont encore mariées de force dans le monde. 12 millions de filles mineures sont mariées de force chaque année dans le monde, ce qui est un chiffre énorme. Alors là, les émotions, elles ne leur appartiennent plus du tout. Ces jeunes filles qui sont mariées avant leur majorité, c'est une quantité énorme et qui augmente chaque année. Et actuellement, on considère qu'il y aura plus de 150 millions
de filles qui seront forcées avant 18 ans, avant leur âge de 18 ans, d'être mariées d'ici 2030. Et le problème, évidemment, de ces mariages forcés, c'est qu'on pourrait dire, bah, c'est l'histoire, c'est leur culture, mais il y a tellement de conséquences à la vie. D'abord, c'est les chances de terminer la scolarité, donc de garder une forme de liberté, puisque vous savez comme moi que la culture et l'intellectualisation donnent une forme de liberté, donc elles n'ont plus aucune chance de terminer leur scolarité. Les risques d'être abusés par le mari, bien évidemment, sont présents et les risques de souffrir de complications lors d'un accouchement augmentent de manière très, très nette. Alors, c'est vrai que ça fait peur et c'est vrai qu'on n'a pas toujours, bien sûr, nous, dans nos sociétés, je dirais libres, relativement libres, les émotions peuvent nous appartenir en partie, mais dans des régions du monde comme celle-là où les filles sont mises à disposition d'un homme, c'est clair que leurs émotions, elles ont eu l'habitude de ne pas en tenir compte et elles ne peuvent pas les décider d'aucune manière, elles ne leur appartiennent pas du tout. Et donc c'était pas un petit coup de cœur, là, un petit cri de colère aussi contre cette situation-là dont j'avais envie de vous parler, Thomas. Voilà, à demain. À demain, Doc. Merci beaucoup. Son coup de griffe de jeudi. Avec le micro ouvert, c'est beaucoup mieux. Bonjour Fabienne. Bonjour. Soyez la Je suis très heureuse de vous parler parce que votre émission m'intéresse particulièrement. Ouais. Alors, je vais juste resituer un peu qui vous êtes, Oui, Fabienne. oui. Vous avez un QI apparemment très élevé et Oui. dans ce genre de cas, on est hypersensible à la réception des émotions. Évidemment. Oui. Dites-moi Tout à plus, fait. Fabienne. Tout à fait. Et au cours de ma longue existence, parce que j'ai 50 ans, je me suis rendu compte que les personnes qui étaient dans mon cas avaient la même chose. Ouais. Disons moi, j'ai parlé couramment. C'est vrai que j'avais un papa médecin qui m'a fait faire un petit tour de la chambre, c'était un rituel. Donc il me montrait les objets et avec moi, donc j'ai parlé couramment. Et à partir du moment où on a la parole, je pense que on capte encore plus vite les émotions, on comprend plus vite le monde. Et ça, c'est intéressant de savoir que franchement, ça, c'est terrible, quoi. Et on voit aussi ce qui tourne mal. Donc on voit de suite que le monde ne tourne pas juste, qu'il y a des inégalités, qu'il y a des... Voilà. Mais alors pour bien comprendre, Fabienne, parce que vous êtes dans cette situation-là, mais celles et ceux qui vous écoutent connaissent pas forcément le cas de personnes avec des QI très élevés, le cas de haut potentiel. Comment vous recevez les émotions? C'est-à-dire, est-ce que ce sont des vagues violentes ou alors c'est des choses qui se font petit à petit, mais dont vous avez du mal à vous débarrasser? En fait, je capte tout. Le bien, le mal, je capte tout. Et je renvoie aussi, évidemment. Quand je suis très positive, je vais vers les personnes qui sont en difficulté et je renvoie de l'énergie positive, on va dire ça comme ça. Je suis vraiment, je fais même bugger les ordinateurs, quoi. Donc ça m'est déjà arrivé. Et puis j'ai développé évidemment des capacités de mini. Donc je sais, si je rentre dans une pièce, s'il y a quelqu'un qui décide de la pièce, je le sens direct. Ouais. J'ai des flashs vis-à-vis des gens. Parfois, je leur dis des mots qui ne m'appartiennent pas parce que je ne sais pas, je suis comme un transfert, quoi. Est-ce que c'est un handicap pour vous, cette hypersensibilité, ou plutôt un avantage? Je pense que c'est plutôt un avantage, mais je dois quand même me méfier de... Je dois quand même m'éloigner de tout ce qui est trop négatif par moment. Ouais. Parce que en fait, on doit recharger ses batteries. Si on ne recharge pas... Oui, parce que c'est fatigant de vivre tout ça. Oui, c'est fatigant de trop donner. De trop ressentir, ouais. Trop ressentir, oui. Donc, du coup, si je vous comprends bien, Fabienne, vous avez réussi à canaliser cette hypersensibilité qui est la vôtre. Oui, je la canalise quand même, oui, je fais attention. Ça dépend de mes humeurs.
Soit je vais aller vers des gens plus positifs, ou je vais aller vers des gens négatifs quand je suis très positive. Mais c'est vraiment une histoire d'énergie, je pense, qui se passe entre les humains. C'est ce qu'on disait ouais, tout à l'heure, les énergies qui traversent avec ces émotions. Merci beaucoup, Fabienne. Je vous fais réagir sur ce qu'on vient d'entendre, André. Bah voilà, dans le cadre de Fabienne, c'est pas un handicap, c'est quelque chose qu'elle a appris à gérer depuis très longtemps. Oui, c'est un beau cadeau ce témoignage. Donc en effet, le haut potentiel est extrêmement souvent accompagné d'hypersensibilité. Voilà, ça c'est un fait, c'est comme ça. Elle a réussi à trouver une façon de jouer avec, de danser avec, d'utiliser ça en fait. Et si j'entends bien son témoignage, elle est à l'écoute en fait. Elle est à l'écoute de ce qu'elle ressent. Elle dit, il y a des moments où je vais pas bien, je vais plus me protéger, je vais moins aller vers telles ou telles informations qui peuvent m'affecter plus. Je crois que c'est toujours une question de curseur, en fait, d'être dans cette écoute. Quand on est hypersensible, on peut remarquer que cette hypersensibilité se développe, elle devient encore plus, le curseur est encore plus haut quand on est fatigué, quand on mange certains aliments, quand on est en présence de certaines personnes. Donc, quand on est à l'écoute de ça, bon, on peut se reposer. On peut aller vers une alimentation plus vivante, moins tournée vers le sucre, ce qui peut exacerber tout ça. On peut privilégier la présence de certaines personnes non jugeantes, non contrôlantes, pour se déposer, se sentir plus soi-même. Ouais, donc, elle a l'air de bien jouer avec ces curseurs-là. Et il me semble que c'est parce qu'elle est dans cette écoute. En fait. Le témoignage de Fabienne était plutôt positif, puisqu'elle a appris à gérer tout ça. Dans d'autres cas, c'est un peu plus compliqué. Des fois, on vit des choses qui sont pas forcément positives. On traverse des événements, des obstacles de vie. En quoi cela peut-il devenir un tremplin pour quelque chose de plus positif pour nous ? Si on prend par exemple cette notion d'avoir beaucoup d'empathie ou d'être très hypersensible, moi un jour j'ai découvert ça avec un accompagnement, on m'a dit ben voilà, monsieur Roberti, vous êtes hypersensible. Ah ok, bon, j'ai cherché des lieux de rencontre, des réunions d'hypersensibles. Je me suis dit, waouh, c'est incroyable, je me sentais toujours comme le vilain petit canard. Aujourd'hui, peut-être que je fais partie d'une famille, en fait. Et donc, je suis allé à des réunions qui s'appelaient les émotifs anonymes. Je ne connaissais pas du tout. D'ailleurs, il y a eu un film là-dessus, donc ça existe vraiment, il faut le savoir. Et je suis arrivé là et... Oh, mais c'était triste. C'était, waouh, les gens y vivaient des addictions, des tristesses. Je me dis, mais moi, j'ai envie de voir ça comme un cadeau, en fait. Et donc, je me suis éloigné de ça. Et puis, je me suis dit, mais ok, j'ai cette sensibilité à ressentir très fort ce que les gens vivent, les endroits, les énergies. Ça peut être handicapant. La vie m'a emmené dans des impasses suite à cela, parce que j'étais que à l'écoute de ça. Par contre, cette écoute profonde de ce qui se passe autour, je vais l'utiliser pour mettre à profit cette écoute profonde à l'intérieur de moi. Donc je pense que c'est un cadeau, en fait. Là, on peut utiliser ce qu'on peut traverser de difficile comme pour être un prétexte pour aller plus à la rencontre de ce qu'on vit à l'intérieur. Donc ça veut dire que l'analyse de notre émotion peut mener à notre construction ou notre reconstruction. Oui, en tout cas, au-delà de l'analyse, juste l'accueil et de tourner ce regard vers l'intérieur. Et souvent, quand on traverse une période difficile dans sa vie, c'est comme si c'était une invitation de la vie à regarder à l'intérieur. C'est comme si elle nous disait « Hé, mon ami, si tu veux prendre un autre trajet, il va falloir commencer à t'écouter. » On va prolonger cette conversation avec Caroline qui nous rejoint par téléphone. Bonjour Caroline. Bonjour. Vous êtes psychologue spécialisée dans les émotions et les traumas. Vous êtes spécialisée en hypnose et vous travaillez avec les enfants qui ont vécu une séparation avec leurs parents, c'est bien ça ? Les enfants qui sont face à la séparation parentale et aussi d'autres problématiques,
Mhm. Mais oui, en gros, donc ce thème-là me préoccupe beaucoup et je trouve que c'est vraiment super intéressant tout ce qui se dit jusque maintenant. Ouais. En quoi vous y êtes confronté avec les enfants, par exemple, que vous pouvez côtoyer ou qui viennent vous voir? Parce que eux, évidemment, sont chargés d'émotions qu'ils reçoivent, je suppose, lors de l'approche de la séparation des parents. Comment vous travaillez avec eux et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans le travail de leurs émotions à chacun? Mais en fait, déjà, quand je rencontre les enfants, je rencontre aussi évidemment les parents. Oui. Donc là, parce que chacun, dans les séparations, chacun vit des choses au niveau personnel, pas juste au niveau parental, mais aussi en tant qu'homme et femme, et on est chargé d'émotions, colère, tristesse, etc., que les enfants captent. Et donc, des séparations qui peuvent être réussies, entre guillemets, hein, j'emploie ce mot-là avec des guillemets, c'est vraiment des enfants qui se sentent autorisés à investir chacun des parents et à continuer à les aimer comme c'était le cas avant la séparation, ce qui n'est pas toujours le cas. Investir chacun des parents, ça veut dire quoi? Ça veut dire continuer à pouvoir être bien avec chacun des deux, ce qui n'est pas toujours le cas. Par exemple, quand il y a une maman, je prends cet exemple-là, une maman qui est très en colère parce que son mari l'a quittée, par exemple, le papa, mais l'enfant peut très bien être chargé de cette colère-là et puis ne pas s'autoriser à être juste bien avec son papa comme il l'était avant. Et ça, c'est vraiment des choses qu'on voit très très fréquemment dans les suivis d'enfants. Et donc moi, mon boulot avec ces petits-là, c'est de les autoriser à ça et de leur faire comprendre aussi que ces émotions-là, ça ne leur appartient pas forcément, que ça appartient à maman, à papa, parce que les enfants ont vraiment beaucoup de mal à laisser... À gérer leurs émotions. Avoir les parents qui vont pas bien, ça c'est vraiment dur pour un enfant. Il va faire tout ce qu'il peut pour prendre cette émotion-là en croyant que ça va soulager les parents, ce qui n'est pas le cas. Donc c'est des choses qu'on apprend très très jeune à prendre des émotions qui sont pas à nous et à se raconter l'histoire que c'est à nous. Parce qu'il y a ça aussi qui est très souvent observé, c'est que non seulement on capte des émotions qui sont pas à nous, mais on va tordre la chose en se racontant l'histoire que c'est à nous. Et donc on fait toute une histoire de je suis en colère parce que ceci, parce que cela, parce que... Et c'est ça qui peut vraiment aussi créer la souffrance et maintenir la personne dans la difficulté qu'elle ressent, qu'on soit un enfant ou un adulte. On a tous été des enfants. Dans le cas des enfants, vous les invitez à accueillir aussi leurs émotions, à les vivre, ou alors on procède différemment entre un enfant et un adulte? C'est la même chose, sauf que avec les adultes, on utilise plus la parole ou le corps, quand les gens peuvent être ouverts à ça. Et avec les enfants, c'est beaucoup autour du jeu. C'est en jouant que les enfants vont manifester des choses. C'est en jouant qu'on va avoir accès aux croyances qu'ils ont sur ce qu'ils sont en train de ressentir. Donc, par exemple, je pense à un enfant qui était en colère contre papa parce que maman était triste ou parce que papa avait abandonné la famille, par exemple. Et donc, ils vont faire des jeux où ils vont montrer ça avec un papa qui est représenté par un gros lion qui rugit, par exemple. Vous voyez, c'est plutôt au niveau symbolique que ça va s'exprimer. Ça va davantage parler aux enfants, oui. Oui, c'est ça. Au niveau des adultes, c'est plus aussi par le langage et la parole qu'on va aborder tout ça, mais ça revient un peu au même, en fait, parce qu'on est tous construits par les croyances qu'on a sur nous, sur le monde, sur ce qu'on vit. Merci beaucoup, Caroline, pour votre témoignage. Une réaction, André, au témoignage de Caroline. Caroline est psychologue à Liège. Elle fait un travail vraiment formidable d'accompagnement pour ceux qui veulent en savoir plus. Je pense que son site, c'est carolinedevos.be. Elle mettait l'accent sur la parole, sur le corps,
Donc aller dans cette rencontre-là, et rien que le fait de ne pas partir du principe où tout nous appartient, ça donne tellement plus de légèreté. Ça ouvre tellement de choses. Rien que ça, je pense que si un certain nombre de personnes peuvent ressortir de cette émission en se posant juste cette question-là, est-ce que ça m'appartient? Est-ce que ça ne m'appartient pas? On peut se délester sans culpabilité, du coup. Oui, et ne pas prendre, parce que ça part tellement d'un bon sentiment de vouloir prendre cet enfant dont elle parle, qui vit la séparation de ses parents, cette colère. Il est tellement absorbé, il aime tellement ses parents, il veut tellement leur amour aussi, qu'il va absorber pour qu'ils aillent mieux. Le truc, c'est que ça ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. D'ailleurs, quand on veut, et c'est un bon sentiment, hein, prendre sur ses épaules ce que porte l'autre, on ne lui rend pas service. Par contre, si on lui renvoie, retour à l'envoyeur, quand ça appartient à l'autre, si on lui renvoie avec de la douceur et de la bienveillance et de la conscience, eh bien, on va pouvoir, dans cette écoute, dans ce questionnement, l'aider à mettre la lumière sur ce qui pourrait l'aider à traverser ce trajet, en fait. Vous voulez qu'on salue Marie qui nous a envoyé un message sur la page Facebook de la vie du bon côté. Bonjour, comme presque tous les jours, je vous écoute. À l'instant, je vis des énormes émotions. La semaine passée, j'ai perdu mon amoureux, décédé dans mes bras, très brutalement, embolie pulmonaire. Je vis de terribles moments, mais je laisse mes émotions me traverser, des émotions que je ne connaissais pas du tout. Ouais, elle part dans cette rencontre, Marie. Et donc, dans cette rencontre de ce qu'elle vit, ça aide à apaiser ce moment douloureux, en fait. Bon courage à vous, Marie. Merci d'avoir pris le temps de nous écrire. On se rapproche de la fin de cette émission pour être bien concret. Du coup, comment on règle ce problème d'émotion qui nous traverse? Je pense que déjà, on identifie effectivement si ça nous appartient ou si ça ne nous appartient pas. Et en fonction, il y a des choses ou pas à faire. Oui. Alors, le truc est relativement simple, en fait. Donc, juste se poser la question, est-ce que ça m'appartient? Juste cette question-là, écoutez la réponse du corps, s'il y a détente et légèreté, ok, ça ne m'appartient pas. Si ça ne m'appartient pas, on peut prononcer la phrase à l'intérieur et de se dire, ok, retour à l'envoyeur. Ce qu'on disait tout à l'heure, avec douceur, bienveillance et en conscience. Ça, c'est une chose. Si ça nous appartient, et qu'on sent qu'il n'y a pas cette légèreté, cette détente qui s'installe, bon, ok, ça nous appartient, eh bien, on peut partir à cette rencontre. On peut la vivre. Partir vraiment à la rencontre. On s'assied avec. On respire dedans. Ok, il y a de la tristesse. Je respire dans cette tristesse. On part de ce souffle coupé, on quitte ça et on va vraiment dans cette respiration intérieure et se dire que tout est ok. Accueillir ça. Pas la juger. Se dire non, je vais en sortir, ça m'énerve. Non, ok, viens. Ouais. Elle ne doit pas ne pas être là. Si elle est là, elle est là. Point. Ouais. Si on est dans j'aimerais bien qu'elle ne soit pas là, on va être dans la lutte. Et donc, on va plus il y a lutte, plus ça se renforce. D'accord? Donc, quand il y a accueil, ça se dépose. En fait, on en a peur parce qu'on ne la connaît pas. On vient d'avoir Marie qui disait « Je découvre des nouvelles choses » parce qu'elle se laisse aller dedans. Si elle luttait contre, elle n'aurait jamais été dans cette rencontre. Et donc, on n'a pas envie de rencontrer parce qu'on ne connaît pas trop, on a peur. Quand on ne connaît pas, on a peur. Et donc, aller dans ce ressenti du corps pour vivre l'émotion, tiens, où est-ce qu'elle se met, loge, comment est-ce que ça me fait, qu'est-ce que ça... Voilà, et aller vraiment dans ce contact avec ce qui se passe dans le corps, et cette rencontre, cette écoute, vraiment inviter à une écoute sans contrôle, sans jugement, un peu comme si on la vivait pour la première fois. C'est vraiment ça. Un sentiment qu'on découvre, une émotion. Oui, comme si on... Oh, tiens, qu'est-ce qui se passe? Et être dans un rôle d'observateur, pas de juge. Ah oui, je sens ça comme ça, tiens, c'est curieux. Et plus on va dans cette rencontre, plus on apprend à vivre avec toutes les émotions. Toutes celles qui se présentent, en fait. Et du coup, le fait de pouvoir faire ça, on a un rapport beaucoup plus sain. On n'a plus peur de ce qui nous arrive, on accueille, on est dans cette écoute, et en faisant ça, on se choisit soi-même. Et on remet soi-même au centre de sa vie.
Et plus on va faire ça, plus on va se sentir plus énergique, plus motivé, plus inspiré. Et puis on va se sentir plus aligné. On utilise souvent ce terme dans le développement personnel. Aligné avec soi. Oui, mais cet alignement, c'est la respiration. Plus on est dans cette respiration, plus on est aligné. Et la méditation, mais je pense que vous connaissez un peu le sujet, Thomas, la méditation est un formidable outil pour ça. La méditation est de pleine conscience, moi, c'est ce que je connais, qui intègre cette notion de respiration, justement. Ouais. Et plus on va là-dedans, plus on est à l'écoute de soi. Et plus ça va devenir un automatisme, en fait. Hein, la méditation, on le disait tout à l'heure, moi je considère ça vraiment comme le muscle de l'âme, de la douceur avec soi-même pour faire exprimer son âme. Et quand son âme agit, c'est là que la magie apparaît, en fait, tout simplement. Donc il suffit de respirer. Mais de respirer correctement, effectivement. Oui, alors et quand d'y on faire parle... attention. Complètement. Quand on parle de méditation, le but, c'est pas de se coucher, d'écouter un truc et de se dire c'est bientôt fini, j'ai vraiment envie de faire autre chose, etc. Si on est dans cet esprit-là, voilà, on pleine n'a pas conscience, besoin ça veut bien dire ce que ça veut dire, c'est pleinement là, maintenant. Complètement. Et donc vraiment aller dans une méditation profonde d'environ au minimum 20 minutes, et vraiment aller dans ce souffle, dans cette respiration. Et si on fait ça plus ou moins régulièrement, ça va devenir, c'est comme un muscle qu'on exerce. Et quand on rencontrera une situation difficile dans sa vie, on pourra retourner faire ça pour mettre plus de clarté dans ce qu'on vit, en fait. Une bonne manière aussi de ressortir grandi de tout ce qu'on traverse. Ah ouais, et là ça nous change, ça nous transforme. Et les événements les plus compliqués peuvent nous transformer pour le meilleur, en fait. Vous savez qu'on s'approche de la fin de cette émission, déjà. Comment on peut résumer nos échanges ? J'ai envie de dire peut-être 3 mots. On a parlé beaucoup d'écoute. Si on a cette capacité d'aller tant à l'écoute des autres, utilisons-la pour aller à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, à l'écoute de soi. Et toujours faire ça dans un contexte avec 2 autres mots, qui sont la douceur et la bienveillance. Pas de lutte, pas de barrière, de douceur et bienveillance, accueil de ce qui se passe, en fait. Merci beaucoup d'être passé par les studios de Viva. Oui, avec plaisir, c'était vraiment un plaisir.